Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans Était une fois le cinéma, votre podcast qui parle de cinéma et rien d'autre que de cinéma. Et aujourd'hui nous allons parler du dernier voyage de Romain Quiro et un film de science-fiction française. Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est mauvais? Vous saurez ça après le jingle. On me vire de l'usine. Qu'est-ce que vous faites, Je là? suppose que vous allez me reprendre mon logement. Mais je vous dois tout, monsieur le président. Alors, je vous rends tout. Je vous renverrai mon slip par la poste. Dans un futur proche, une étrange lune rouge est surexposée pour son énergie. Alors que sa trajectoire change et qu'elle fonce sur la Terre, Paul W.R., seul astronaute capable de la détruire, refuse d'accepter cette mission et disparaît. Traqué sans relâche, Paul rencontre Elma, une adolescente au tempérament explosif qui va l'accompagner dans sa fuite. Beaucoup de choses à dire pour un film de science-fiction française, et c'est pas parce que c'est un film de genre que je vais le caresser dans le sens du poil, parce que sinon vous me connaîtrez très mal, et je vais vous dire dès le début, c'est un film que j'ai trouvé pas bon du tout. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de défauts pour que je rentre pleinement dans l'œuvre, et je vais vous expliquer pourquoi tout le long de cette émission. Bien sûr, on est là pour argumenter, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le film, vous faites ce que vous voulez, mais j'ai une limite quand même à un certain niveau de foutage de gueule, parce que quand je suis allé voir le film, j'ai eu vraiment ce sentiment que le film se foutait de ma gueule, que ça soit dans ce qu'il me proposait des personnages, de la dimension artistique, de la mise en scène, du montage, et surtout le montage. Mon Dieu, mon cœur s'en est toujours parmi. Donc voilà, on va développer un peu tout ça. Déjà, on a quand même, faut avouer, de base quand même, censé dire, un petit casting fort sympathique. Hugo Becker, Paul Ami, Lia Oussadi, Lesser et Jean Reno, et bien sûr plein de petits autres acteurs. Mais c'est vraiment eux les principaux. Je vais me concentrer déjà sur Hugo Becker parce que c'est le rôle de Paul W.R. qui est le personnage le plus important du film. Bah, c'est... Il survole tout le film sans vraiment avoir... En fait, il y a des moments où je me dis putain, il y croit pas. Je sens pas qu'il y croit dans toutes les intentions. Les tons qu'il met ne sont pas assez justes par rapport aux situations qui sont amenées. Et je trouve ça vraiment déprimant parce que c'est un acteur qui aurait pu avoir le potentiel pour faire ce film jusqu'au bout. Mais il y a des moments, soit il est dans le surjeu, soit il est dans le sous-jeu. Mais je pense qu'il n'est pas aidé par une direction d'acteur qui amenait vers des personnalisations de personnages avec une psychologie assez faible, j'en reviendrai juste après. Il y a Paul Ami derrière que je trouve ultra caricatural, mais en mode, on va dire, Terminator du pauvre, slash Blade Runner, pour montrer un peu le personnage qui suit sa proie, le frère de Hugo Becker, et clairement c'est assez ridicule. La seule pour moi qui sortait vraiment du lot, c'est Lia Oussadi Lesser qui, elle, alors là, une prestation d'une actrice aussi jeune, aussi remarquable depuis pas mal d'années, et là franchement vous m'avez épaté, j'ai beaucoup de respect, vous tenez presque le film à vous toute seule. C'est dans votre regard, la perception de votre voix, c'était juste magnifique, je croyais à chacun de ces mots, c'était super. C'était une actrice vraiment bourrée de talent qui faisait qu'elle y croyait, surtout sur la séquence de fin, qui pour moi à mon sens est quand même sacrément cheapos. Bah elle donne de l'intensité dramatique à ce qui se passe, et ça c'est très fort à elle. Et Jean Reno, beaucoup de choses à dire à Jean Reno parce que ça fait quand même un moment que moi j'ai vu des gens dire que Jean Reno s'impliquait dans ce rôle. Moi j'ai l'impression de voir Jean Reno comme il joue depuis peut-être facilement avec 15 ans, c'est-à-dire un peu en mode pilotage automatique. Alors là j'avais l'impression presque de voir De Niro dans Joker qui est en mode je fais le minimum syndical, je prends mon chèque et je me casse. Même si Jean Reno avait quand même un petit peu... Même si De Niro avait un peu quelque chose à foutre, parce qu'à la base c'était Scorsese qui devait faire le film Joker, mais là je vois à peu près Jean Reno qui est vraiment en mode pilotage automatique comme il le fait depuis pas mal d'années. Après ça fait toujours un Jean Reno que j'aime beaucoup voir, parce que Jean Reno on le voit plus autant qu'avant, mais c'est un acteur exceptionnel. Et je trouve ça dommage que Jean Reno n'a pas des films à sa hauteur, du moins en France, parce que c'est un acteur qui mérite vraiment... de rôles très importants, même si des fois il sort un petit peu les doigts avec quelques fulgurances, c'est un petit peu comme Depardieu, des fois il y a des fulgurances mais exceptionnelles, mais tu le poses, au moins c'est charismatique, c'est Jean Reno quoi, on va dire, depuis pas mal d'années, et
Je vous conseille de regarder par exemple ce qu'il fait des pubs au Japon, parce que Jean Reno est extrêmement populaire au Japon et il fait beaucoup de pubs et c'est quand même super. Et c'est hyper fun de voir les pubs, à quel point il s'éclate sur ces pubs japonaises. Donc, on va passer à pour moi un des plus gros problèmes du film, qui est déjà les personnages. Parce que je suis pas très loin de l'ulcère et qu'on est proche du foutage de gueule. Parce que je vais vous dire une chose, pour moi les personnages qu'on a vus dans le film n'ont quasi aucune personnalité. Mais quand je dis aucune personnalité, c'est que j'ai l'impression de pas de voir des personnages qui ont des profondeurs psychologiques, ou des profondeurs psychologiques on va dire superficielles, qui sont amenés de façon superficielle, alors que c'est des personnages qu'on a vus dans des milliers de films, et en mieux, et dans d'autres films beaucoup mieux faits. Par exemple, le personnage joué par Hugo Baker, qui est Paul W.R., j'ai vu ça en beaucoup mieux, par exemple dans un film comme The River, avec Gail Pearce et Robert Pattinson, qui je trouve marche beaucoup mieux dans cet aspect du monde qu'il aurait présenté. T'as le personnage de Paul Ami, j'ai l'impression de voir un Terminator mais sans fond, genre c'est un problème un mec avec un problème avec son papa qui en manque de valeur. Là où son frère aurait pu réussir, lui il a échoué, donc forcément il veut un peu se rattraper, il va au contact de la lune rouge, il revient avec des pouvoirs. Waouh! Mais des pouvoirs, on va dire, mode Kikulo Lemo, quoi. On est proche de ce niveau-là. C'est un personnage que je trouve qui n'a aucune profondeur, parce que la profondeur qu'on devrait lui amener, c'est-à-dire pourquoi il veut ramener son frère, pourquoi, ou même il veut zécouiller son frère, ça nous l'est clairement pas expliqué, ou de manière superficielle, il lui pointe le doigt, mais de manière presque enfantine, et pour dire, je vais te tirer dessus, hein, tu vois, regarde, fusée de Tchekhov, très bien accentué. Oui, certes, c'est montré, mais à un moment, faut montrer plus de dilemme. Est-ce qu'il y a de la jalousie? Est-ce que tout simplement il s'est senti plus à l'écart par rapport au don de son frère? Parce que son frère a un don vis-à-vis de la lune rouge, donc forcément, est-ce qu'il a un petit problème de quéquette? Je me pose la question, forcément, mais ça, c'est un problème qui n'est jamais traité dans le film. C'est des choses, voilà, c'est Paul Lamy en plus est en surjeu tout le long du film. Genre quand il tue la meuf, il lui dit mets la fourchette dans le grille-pain. Et après la meuf, tu la vois en arrière-plan à cuit. Ah bah clairement. Et le mec il fait un petit sourire, non clairement mec, là ça marche pas, ta profondeur psychologique, on dirait juste un Nemo qui est content de découper son petit raton laveur qu'il a trouvé dans un petit coin de forêt pour faire regardez je suis trop dark, je suis un démon, je suis méchant. Non mais à un moment faut arrêter doucement la profondeur de psychologique de comptoir de PMU, et encore j'ai plus de respect pour les mecs qui sont au PMU que la développement psychologique de Paul Ami. Et bien le seul personnage que je dirais à peu près développé correctement, c'est Elia ou Sadi Lesser, même si je comprends clairement pas, parce que attention, moi je suis en mode, vous savez, je suis en mode spoil direct, je m'en bats les couilles de si vous avez vu le film ou pas, parce que je pars sur le principe que vous l'avez vu et que vous voulez un avis critique développé sur ce que j'ai à dire. Et le personnage de Lia, justement, qui justement est certes un peu plus développé que la moyenne, parce qu'on voit des problèmes psychologiques vis-à-vis de son paternel, pas clairement. On comprend qu'il y a des problèmes, mais qu'ils sont vite expédiés, qu'elle part avec le personnage de Paul W.R. Pour fuir entre guillemets sa vie. Mais sa vie, j'ai envie de dire, son père l'aide un peu parce qu'il détruit sa caravane où elle avait tout son petit monde de protection. Donc forcément, elle a plus d'attache et elle part avec lui, avec Paul W.R. Mais elle sert essentiellement à canaliser à une douceur, et c'est pour ça que je vais comparer ça un petit peu à... J'ai vu ça chez deux réalisateurs en mieux, parce que c'est censé des femmes qui vont permettre aux héros de se trouver, de savoir comment avancer, d'avancer sur ces dilemmes intérieurs et se questionner sur l'attachement personnel qu'il peut avoir aux gens. Moi ça me fait penser notamment au cinéma de Luc Besson, où les femmes ont une place très importante dans son cinéma. Et attention, je parle pas du Besson qu'on se tape depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Je parle vraiment du Besson années 80-90 qui amenait un cinéma avec des femmes très fortes, avec des femmes qui psychologiquement avaient des gros problèmes et justement qui apportaient énormément aux hommes sur leur questionnement intérieur. Et ça me fait aussi penser à un autre réalisateur qui est un expert dans ce domaine-là, qui est Michael Mann. Michael Mann, si vous savez, c'est un réalisateur qui met certes beaucoup les hommes en avant, mais où les femmes sont très fortes et sont vraiment des appuis aux personnages masculins.
Alors certains vont me dire, oui mais c'est des love interest. Non, ce n'est pas des love interest, c'est tout simplement des personnages féminins qui ont conscience du talent qu'ont leurs hommes et justement vont leur permettre justement d'avancer et d'avoir un appui psychologique très fort. Vous voyez par exemple dans moi ce qui est un de ses meilleurs films, même s'il est vraiment typé dans les années 80, qui est Manhunter, on voit clairement que sa femme est un appui avant qu'il tombe dans le gouffre, qui tombe pleinement dans la folie de son enquête, et c'est ça qui est très fort, et quel point les personnages féminins sont importants chez Michael Mann. Là, j'ai l'impression de voir plus un Laurel et Hardy un peu burlesque, mais clairement je trouve que le duo marche plutôt bien par moments, des fois plutôt mal, des fois il y a des interactions vraiment à la con, notamment une séquence où ils sont entourés par les ennemis et Paul Lamy, et du coup ils ont pas vraiment moyen de sortir. Il y a Hugo Baker et Lia qui va prendre Lia presque en otage, en regardez, je la pointe sur le flingue, je la pointe son flingue sur la tête, si vous faites quelque chose je la tue. Sauf que le problème c'est qu'il est entouré de Stormtroopers du pauvre qui ont strictement rien à péter, et Paul Lamy qui en a encore rien à péter, donc forcément cette scène d'un point de vue dramatique ne marche pas. Donc voilà, tout ce qui des fois est amené d'un point de vue dramatique et psychologie de personnage, montrer que les personnages des fois sont intelligents, qui savent gérer dans ce monde, j'ai l'impression que limite ils sont un peu cons, voire même un peu très cons. Et alors là on va parler de Jean Reno, parce que profil psychologique, on a le ilième personnage qui a un problème d'homme qui a perdu sa femme, qui veut sauver le monde pour se racheter, plein de trucs, mais à des moments Jean Reno, comme je l'ai dit, il est en pilotage automatique et ça se sent. Et moi, il y a un truc qui me chagrine énormément, c'est de me dire que Jean Reno, justement, n'offre pas de plus-value sur le coup. Il veut rattraper son fils pour qu'il exécute sa mission, pour rattraper ses erreurs. Mais dans ce cas-là, moi, il y a un problème que j'ai vis-à-vis d'un point de vue dramatique, c'est que j'ai l'impression que le personnage de Paul Lamy est là pour justement... Parce que Jean Reno pouvait pas être tout le temps là, parce que Jean Reno en méchant, globalement, ça aurait été plus intéressant d'un point de vue dramatique que ça soit lui qui aille dans la fusée pour essayer de dévier la première fois la Lune. Mais après que malheureusement, ça foire, il a les pouvoirs, et là il va chercher son fils parce qu'il n'a pas d'autre choix que d'envoyer sa progéniture. Je trouve que le dilemme est beaucoup plus important d'un point de vue dramatique, plutôt que rajouter un frère superficiel qui fait pas grand chose. Alors que Jean Reno, tu pouvais clairement faire quelque chose avec. Tu le vois 3 fois, 10 fois dans des flashbacks, tu le vois 10 fois en train de dire je t'attraperai mon fils, non mais à un moment faut arrêter. La dimension psychologique des personnages est proche du navet, mais du nanar même des fois. Je vous jure, il y a des moments où je rigolais dans certaines répliques, tellement que la psychologie, je me fais mais pourquoi va là, pourquoi fait ça, mais c'est grave. Et certains vont me dire non t'es méchant, non. J'y reviendrai, mais je suis un profond amoureux du cinéma de genre. Et je vais y revenir un petit peu après, là, sur mon amour du cinéma de genre un petit peu en fin d'émission, mais là je vais surtout parler de la dimension artistique, car franchement là c'est limite. C'est vraiment limite en termes de dimension de DA. La dimension artistique, je trouve, est très pauvre. C'est une dimension artistique que j'ai vue dans une grosse dizaine, une centaine de films, que ce soit des courts-métrages, du long-métrage, que ce soit américain, français ou d'autres. Moi, j'ai un gros problème sur la DA parce que, déjà, d'un point de vue artistique, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de plus-value artistique. Je vais prendre une de ses influences principales qui est Mad Max. Mad Max, dans le décor, il y a tout qui montre justement pour t'amener dans un univers qui fait que tu y crois. C'est-à-dire que le décor est sale, puant, tu pourras limite, t'as même pas envie de les toucher tellement que c'est cradingue. Par exemple, dans un autre film que je vous ai parlé un petit peu avant, de The River, qui est un film profondément hommage à Mad Max, mais qui crée sa propre mythologie, qui crée sa propre ambiance. Là, j'ai l'impression de voir une ambiance Mad Max version bisounours. Et c'est pas aidé par le corps musical qui est composé essentiellement de musique anglo-saxonne, et j'ai un gros problème vis-à-vis de ça, j'y reviendrai un petit peu après. Clairement, je vois que
des musiques américaines pour accentuer, regardez, je suis fan de la culture américaine, j'aime beaucoup ça, moi j'adore. Et moi, c'est quelque chose qui me dérange à un moment, parce qu'à un moment, quand tu mets autant de musique dans ton film, on n'est pas très loin du niveau Suicide Squad pour dire je savais pas quoi faire cette scène, je veux lui donner une ambiance. Et non, faut arrêter les musiques originales comme ça, c'est pas possible. Ça devrait être interdit depuis des années, même si avec les Marvel on en bouffe depuis pas mal de temps, des musiques comme ça qui arrivent, un peu de junkie, un peu de funk, voilà, on vous met une ambiance, tu kiffes la musique comme ça. Non, j'ai l'impression de voir un gros ado à côté de moi qui me tape sur l'épaule, t'as entendu cette musique, je la connais. Non mais voilà, c'est quelque chose qui me dérange énormément, je trouve, d'un point de vue artistique, surtout que même la musique de base, un peu Blade Runner avec ce synthé un petit peu vraiment typé 80 qui marche très bien chez Blade Runner, parce que chez Blade Runner c'est presque un film, plus un film néo-noir qu'un film profondément de science-fiction. Il y a certes quelques moments des voitures volantes et tout ça, mais dans Blade Runner, il y a une maturité d'un point de vue artistique, d'un point de vue de la direction artistique qu'a amené Ridley Scott, et même d'un point de vue du corps musical. Et je critique pas le compositeur, peut-être il a fait des tas de trucs avant qui sont super sympas, mais clairement, moi ça me dérange énormément que je trouve que la musique ne représente rien. Et je vous dis ça parce que je suis un grand fan de musique, et qu'à un moment, j'ai envie que dans un film, la musique reflète l'état d'esprit des personnages. Elle sert profondément à développer l'esprit des personnages. Et je sais pas, on n'a peut-être pas vu les mêmes films, mais quand vous regardez un film de Spielberg, un film de Scorsese, un film de Brian De Palma, je prends des films américains surtout, ou même si vous remontez un peu au néo-réalisme, où ils n'avaient pas beaucoup de moyens, la musique exprimait les dilemmes des personnages, parce que forcément ils pouvaient pas prendre le son, la musique prenait énormément de place, et du coup, forcément, à un moment, elle doit apporter une plus-value psychologique aux personnages. Mais dans la dimension artistique dont là elle est utilisée, j'ai l'impression que c'est proche du nanar qui place la musique sans trop savoir. Et j'y reviendrai après parce que c'est quelque chose qui me dérange énormément. Mais je vais parler surtout d'abord du scénario, qui, pour moi, le scénario va dans tous les sens. Le problème, c'est que le film, j'avais l'impression d'au plus de 20 minutes, ça faisait une demi-heure, tellement qu'il me présentait dès le début une masse d'informations, mais pour te dire, il y a la lune, il y a le père, après un peu plus tard, il y a Elma et ses dilemmes, mais non, mais il y a tellement de choses qui fait que le film va, au lieu d'avoir une ligne principale, tu peux amener plusieurs lignes parallèles, bien sûr, mais il faut les développer. Sauf que le problème, c'est que 1, elles ne sont pas développées, 2, il y en a trop, et 3, tu ne résous même pas ou quasi pas ta ligne principale. J'ai l'impression que c'est un film j'ai l'impression que de base c'est un court-métrage, puisque j'ai un peu regardé, un peu fouillé sur YouTube, j'ai réussi à trouver le court-métrage, que le court-métrage, il voulait l'amener en long-métrage, sauf que le problème c'est que tu n'avais pas la masse de base pour pouvoir l'amener au plus haut. Et que ça se voit, que les dilemmes psychologiques, les flashbacks, on te les ramène sans cesse. Je sais pas si c'est écrit dans le scénario, mais on te les ramène toutes les 15-20 minutes. T'as toujours ces flashbacks en blanc et noir, pas très loin de se rappeler un certain film qui joue beaucoup avec le flashback, ou justement la dimension du rêve, qui est par exemple le Magicien d'Oz, American History X, qui joue beaucoup sur ça. Et il y a tout ça qui fait que j'ai l'impression que c'est très superficiel, et que le scénario est superficiellement, entre guillemets, complexe pour t'amener de la tension, amener une dimension artistique, comme je l'ai dit, je trouve poireuse. Et là, je vais passer sur un truc qui, moi, m'agace de plus en plus. C'est bien beau de dire aux gens, oui, on veut faire des films français, des films de SF, mais vous êtes pleinement dans un monde qu'à l'américaine. J'ai rien, parce que le cinéma américain offre énormément de choses, mais clairement, moi, j'en ai marre des franchouillards qui se la jouent à l'américaine pour l'américaine. Alors que, depuis pas mal d'années, ce qui nous prouve, c'est que le cinéma, notamment de science-fiction américain, a du mal beaucoup à se renouveler. Il y a quand même quelques grands auteurs, notamment, mais encore Nolan, il est anglais, il y a James Gray qui s'en est très bien servi, mais justement, c'est quand même des science-fiction très terre-à-terre, très intellectuelles, et c'est pas ce qu'aime l'auteur. Lui, il veut de la fantaisie, et je suis le premier à vouloir aimer de la fantaisie dans ce genre d'univers. Mais le problème, mec, là, j'ai l'impression de voir un ado qui est fan de cinéma américain, et encore le cinéma américain, entre guillemets,
que t'idolaises un petit peu quand t'es ado. C'est les Blade Runner, tous les films de Spielberg. Et je dénigre pas, c'est quand même du très bon travail ce qu'ils ont fait. Mais clairement, je sens qu'il n'y a pas une maturité cinématographique qui fait qu'on donne une ambiance vraiment française. J'ai envie de ressentir sur un film français, j'ai envie de ressentir une sensibilité, un travail d'écriture et une DA française. Par exemple, c'est pour ça que j'aime notamment beaucoup le 5e élément et beaucoup moins Valérian. Je suis beaucoup plus fan du 5e élément pour la simple bonne raison parce que déjà toute la direction artistique, tu sens un amour de la France et clairement que ça soit justement dans les costumes faits par Jean-Paul Gaultier, dans la mise en scène de Besson, il y a une sensibilité vraiment d'écriture française et qu'il n'y a pas aux États-Unis et pourtant il applaudit ce cinéma américain, fan de Star Wars et tout le tintouin, mais il en a fait quelque chose déjà à son univers, Besson, et surtout qu'il en a fait quelque chose propre à lui. Là, j'ai l'impression de voir un collage, on va dire sans être méchant, un collage de ce qui est fait depuis pas mal d'années dans le cinéma blockbuster américain. Voilà, certains vont me dire « Non, mais t'as pas le blockbuster américain !» Non, moi j'adore le blockbuster américain, mais quand il est bien fait. Par exemple, les Marvel, j'aime pas ça, parce que, à l'exception peut-être vite fait James Gunn, parce que James Gunn et Waititi, parce que c'est les deux seuls qui font des braquages mais énormes chez Marvel, et qui se foutent littéralement presque de leur gueule, parce qu'il faut le dire, d'un point de vue du Marvel Cinematic Universe, ils se foutent littéralement presque de leur gueule pour faire leurs films, James Gunn et Waititi. Et justement, derrière, ça leur permet de faire un peu leur projet personnel. Mais ce côté, on va dire, franchouillard qui rejette à peu près son côté français, moi, c'est quelque chose qui me dérange énormément. Et voilà, c'est vraiment une dimension artistique, moi, que je trouve très limitée et que je n'arrive vraiment pas à m'impliquer dedans. Vous pouvez dire que je suis méchant avec le film, mais oui, mais je suis méchant parce que j'ai vraiment pas aimé. Et j'ai envie de dire, tous les goûts selon la nature, si vous avez kiffé, tant mieux pour vous, écrivez dans les commentaires pourquoi vous avez aimé. Parce que c'est ça qui est intéressant et je vais pas vous dénigrer et au pire si on se boit autour d'un café on va en discuter pendant 3 heures s'il le faut, pourquoi pour moi ce film marche pas et là je vais rentrer surtout dans pourquoi ce film ne marche pas et que si vous l'avez aimé, défendez-le, je trouve ça beau. Moi je suis le premier à vous dire ok, défends-moi ce film, montre-moi ce que je n'ai pas vu. Et après, je pourrais critiquer ce que tu as à dire. Mais clairement, c'est ça qui est important, justement. Je t'apporte une idée, un débat, mais il faut savoir aussi avoir une argumentation. Là, je vous argumente sur pourquoi je trouve que le film est totalement foiré d'un point de vue SADA. Et l'avantage, par exemple, c'est pour ça que je fais des podcasts et pas des vidéos longues comme ça, parce que je trouve que ça m'offre une liberté, justement, de ton et de parler que je n'aurais pas en vidéo où j'aurais écrit un texte et tout ça. Là, même si j'ai quelques notes sur le techo, je suis libre de vous dire ce que je pense et de manière très, très frontale. Le film, je l'ai vu il y a à peu près 24 heures. J'ai pris à peu près 24 heures pour reposer un peu de tête, raison garder. Je fais jamais une critique à chaud, direct. Je trouve ça pas sain. Je préfère avoir un peu 24 heures, 48 heures de repos en tête pour pouvoir vraiment faire une chronique un peu plus mesurée. Mais même 24 heures après, le film m'énerve quand j'y pense. Et là, on va attaquer la mise en scène et le montage. Parce que Romain Quiro, il est sympa, il a fait son délire, ok, très bien. Mais Romain Quiro est quand même réalisateur, scénariste, même s'il a des co-scénaristes. Et encore, je me dis, putain, les scénaristes, ils étaient où ? Il est cadreur, parce que monsieur, quand même, vient du clip et de la pub, donc forcément, il cadre lui-même, alors qu'il a Jean-Paul Agostini, qui est un bon chef-op, je trouve qu'il a fait vraiment des œuvres intéressantes, notamment L'Aventure des Marguerites, que je vous conseille vivement, qui a été un de mes coups de cœur de 2020, qui est un film que je trouve profondément réussi, qui a fait la photographie de Play, que je trouve pas exceptionnelle parce que c'est un fan footage et après forcément c'est un peu plus compliqué, mais je trouve que par exemple la photo de Mauvaises Herbes est très belle, très douce, je crois qu'il y a vraiment quelque chose de très intéressant. Donc voilà, c'est un directeur de la photo qui est très intéressant, qui a vraiment une patte, je trouve, propre à lui. Bon, c'est pas exceptionnel, mais c'est quand même un bon directeur de la photo, honnête, et qui a quand même une petite patte à lui.
Et bien sûr, là c'est le moment où ça m'a achevé, où j'ai senti le truc qui marchait pas du point de vue du film, c'est clairement le montage. Le montage, il y a soit des minutes trop longues, soit il y a des minutes trop courtes pour vraiment rentrer dedans. Mais là, le montage, je pense surtout à une scène en particulier, on va me dire « Oui, mais il n'y a pas beaucoup d'argent ». Alors, je vais vous dire une chose, Carpenter, il a jamais eu de thune dans sa vie, à l'exception de quelques films, il a toujours su comment se servir de son pognon pour amener les meilleures mises en scène possibles. Là, clairement, le montage est digne d'un court-métrage de première année d'école de cinéma. Je suis très méchant. Mais cette scène où t'as le personnage de Hugo Baker et de Paul Lamy qui sont dans leur voiture volante, ils se foncent dessus, et bah là ça fait des cuts au noir, mais digne d'une bande-annonce quoi. Pour montrer de l'effet dramatique, clairement ça c'est zéro. Si t'as pas la thune de faire ça, bah tu réécris ta scène. Pour la simple bonne raison que même si tu as un petit budget, tu vois en circonstance pour amener ta scène et pour qu'elle soit la plus lisible et la plus forte émotionnellement au montage. Parce que moi, je vais vous dire une chose, les gens, j'ai appris le cinéma grâce au montage. Ça fait plus de 15 ans que je monte des vidéos. Bon, certes, des fois, je monte un peu à l'arrache parce que je suis rapide et que j'ai pas le temps, mais clairement, c'est quelque chose que je connais et que quand je vois le film et que clairement je vois, mais j'ai qu'une envie, et surtout d'un point de vue des flashbacks qui sont placés, même des fois pour des lamelles de 2 secondes, ça arrive tac 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 tac, mais je comprends pas. Il y a des moments, le montage, je comprends pas, j'ai qu'une envie, c'est de le réparer, et encore même si je le répare, j'enlève une grosse partie des flashbacks et de la trame normale, je me dis qu'une chose, je me dis qu'à un moment le film ne devait pas durer 1h20. J'ai l'impression qu'il a été gonflé superficiellement pour monter à 1h27. Oui, parce qu'il dure 1h27. Donc voilà, le film, j'ai l'impression qu'il aurait dû durer, ça aurait dû être un moyen métrage, à la grosse limite. Mais dans ces cas, les gars, faites un film de 60 minutes. En plus, les distributeurs sont très contents, ils pourront en faire plein des projections. Faites un film de 67 minutes. Si Gaspard a réussi, après Gaspard il a quand même une notoriété, mais si Lux Aeterna a pu sortir en salle dans le format 45 minutes, on peut se permettre de sortir un film d'1h20, et justement, ça peut être plaisant de regarder juste un film où je dis je fais pas 2 heures de ma vie, quoi. Ça peut être cool, au lieu de faire 1h27, ou vraiment 1h27, où j'ai eu l'impression que ça durait 10 heures, quoi. C'était long, c'était assez éprouvant, même si je vois qu'il y a des idées, je sens qu'il y a une intention. Mais par exemple, au niveau de la mise en scène, et quand là je vais parler vraiment mise en scène, réalisation pure, tout le film est quasi fait à la longue focale. Je pense qu'il y a très rarement un 24 sur le film. C'est tous filmé en mode « Oh, regardez ma longue focale, regardez mes personnages en gros plan. » Mais c'est par exemple, ce que dans ce film, ce que je reproche, c'est presque ce que je reproche à Keshish. Sur La vie d'Adèle, où t'es tout le temps en gros plan, et que quand on voit le plan large, t'es en mode « Ah, tu respires, hein !» Ah, je te jure, tu respires. Hein. Quand j'avais vu la première fois La vie d'Adèle, quand je voyais le plan large, en plus un très joli plan large, hein, où Adèle et sa copine, je sais plus comment elle s'appelle, sont assis, et que là t'as le beau plan large avec les deux assis sur le banc, bah franchement là c'était une vraie bouffée d'air frais. Là j'ai l'impression de même pas avoir eu ma bouffée d'air frais tout le long du film, j'ai l'impression et en plus qu'on me force à m'identifier à ces personnages, mais clairement je n'y arrive pas. Et le scénario n'aidant pas, le cadrage n'étant pas, parce que je me suis un petit peu informé, j'ai regardé 2-3 photos, ça se voit que ça a été tourné en caméra épaule avec un easy rig, histoire de un peu canaliser les tremblements de caméra, mais clairement je peux pas. Non, je peux pas. Je trouve ça lourdingue. Je trouve que la mise en scène n'a aucune subtilité, aucune profondeur. Il y a des moments, en fait, je comprends pas. Je suis le premier à dire qu'il faut jouer avec les genres. Je trouve que par exemple, le cinéma coréen le fait très bien, avec une subtilité. D'ailleurs, pas très longtemps, je me suis revu The Stranger, qui est excellent, qui sait manier ce jeu de ton très bien entre le début un peu comique et doucement le drame qui vient au fur et à mesure, ou même ce que fait très bien par exemple Park Chan-wook Park Chan-wook et Oh Bong Joon-ho, qui savent manier des petits moments comiques et justement des moments un peu
tragique par la suite. Et justement, c'est ça qui est fort tout le long du film, c'est que là, je sens qu'il essaie de faire quelque chose, mais clairement, ça marche pas du tout. Et je dénigre absolument pas les gens parce que c'est français. Je dénigre ce film, ça aurait été un film américain, ça aurait été exactement la même chose. Et je vais vous dire, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui foiraient d'un point de vue de la mise en scène, où les fusées de Tchekhov sont grossiers. Je trouve qu'il y a plein de choses qui fait que, en fait, le film est grossier dans sa manière de montrer. Il n'y a pas une subtilité. Et surtout dans ses références où là, je les ai citées, c'est quand même Mad Max, c'est quand même Blade Runner, le côté un peu film d'animation japonais ou peut-être même aussi Mélancolia, et bien sûr le cinéma de Luc Besson. Moi je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments grossiers. Après je vais dire une chose, c'est un premier film, mais justement c'est un premier film, c'est censé être là où tu sors toutes tes obsessions, et là ces obsessions j'ai l'impression que c'est quand même encore un ado qui n'a pas le temps de digérer encore ce que la cinéphilie. Je vous dirige encore sur ce que je disais sur ma vidéo sur la cinéphilie, qui est ma vidéo d'avant. Clairement, je trouve que ça marche pas, parce que là, on sent une cinéphilie qui va marcher sur, on va dire, moi ce que j'appelle les geekos qui sont pas ouverts, qui se prétendent ouverts, mais qui ne le seront pas, qui ne vivent qu'à travers leur univers geek et tout ça, mais qui rejettent tout ce qu'il y a derrière. Et ceux qui parlent d'ouverture, mais par exemple quand tu leur parles d'un cinéma un peu plus poussé en moyenne, on va dire le cinéma de Tarkovsky, le cinéma de Fellini, de Visconti, un certain cinéma sud-américain très intéressant, un cinéma hongkongais, en dehors de certaines proues du cinéma hongkongais, des auteurs un peu plus poussés, comme du Wong Kar-wai, même si Wong Kar-wai je trouve ça c'est très beau, c'est très sensuel, et justement que c'est libre à s'adapter à tous en plus, j'ai l'impression, Wong Kar-wai. Alors regardez du Wong Kar-wai les gens, mais clairement c'est des gens qui vont te rejeter ça, et clairement j'ai l'impression de voir un film d'ado. Je pourrais rentrer pleinement dedans, mais faut assumer que Besson, quand il fait le dernier combat, donc ironie, le dernier voyage, le dernier combat, quand il fait le dernier combat à 26, je crois qu'il a 24 ans, 26 ans, je sais plus trop, mais clairement c'est là que je vois une maturité quand il était plus jeune, entre guillemets, Besson, parce qu'il crée son propre univers, et que ça soit via ses premiers films comme Le Dernier Combat, que ça soit Subway derrière, Le Grand Bleu et Le Cinquième Élément, qui est pour moi le pinacle de sa carrière d'un point de vue purement dimension artistique, même s'il a fait des trucs entre guillemets sympas après derrière, clairement Besson avait une maturité. Là je vois aucune maturité, aucune subtilité. Je suis méchant, hein, je sais, mais je pense que certains, ils vont me dire ouais mais Besson il s'en est pris plein la gueule à l'époque. Oui, mais à l'époque la dirigencia critique était beaucoup moins ouverte sur son travail qu'il faisait à l'époque, et qu'aujourd'hui par exemple des films comme Grave ont été applaudis par la critique. Des films comme Revenge, que je trouve un peu moyen, ont été applaudis notamment ou appréciés par la critique, à bien ou à mal. Ça c'est pas à moi de juger, mais en tout cas il y a eu des avis positifs beaucoup plus dans le cinéma de genre qui comparé il y a quelques années. On est très loin du 2007 où des Pascal Laugier sortent, Martyr, où t'as Julien Moret et Alexandre Desbostillo qui font à l'intérieur, où là il n'y a aucun soutien d'un point de vue critique des films qui crachent littéralement dessus, et que justement alors que ce sont des très bons films à l'intérieur, Martyr sont des très bons films, et aujourd'hui ils sont devenus cultes. Là où justement je vais vous dire une chose, c'est qu'aujourd'hui le cinéma de genre en France est beaucoup plus facile à faire. Certes c'est galère, mais c'est beaucoup moins compliqué qu'il y a quelques années. Certes c'est toujours compliqué, mais j'ai envie de vous dire une chose les gens, faire un film c'est compliqué, créer une histoire c'est compliqué, faire un long métrage c'est une guerre sans cesse pour pouvoir faire un film. Et je vais vous dire, et c'est pour ça que quand on vient faire le ouin le cinéma de genre, le cinéma de genre, aujourd'hui les cartes ont été redistribuées, que ça soit grâce à Netflix, grâce à Amazon, et pourtant vous savez que je suis le premier à descendre les plateformes, mais grâce à eux il y a des films de genre françaises qui ont plus de sens à sortir en dehors de la salle, même si ça me fait chier parce que j'aurais bien voulu les voir en salle, notamment Oxygène de Alexandre Aja, mais il a pu faire son projet de A à Z avec une dimension artistique totalement, donc ça c'est cool pour lui, au moins son film existe. Et qu'aujourd'hui justement le cinéma de genre en salle
est toujours présent, même en France, il se développe. Et je vais pas dire, Romain a fait un film de SF français, faut que je le défende. Non, je suis pas ce genre de personne. C'est-à-dire que si le film est pas bon, je le dis, et que je suis pas là pour dire... non mais je soutiens le cinéma de genre bête et ongle en dû de la qualité. Je veux voir des bons films de genre français. Et moi j'ai peur que justement son film montre que ça marche pas. Le Visiteur du futur derrière, on m'a dit oui tu devrais pas avoir peur vis-à-vis du Visiteur du futur, mais quand je vois par exemple un film comme ça pour 3 millions, même si elle double pour le Visiteur, j'ai très peur d'un point de vue purement mise en scène en fait, parce que quand je vois Julien Morel, Alexandre Bostillo, Xavier Gans, je vois une forme de stylistique très marquée chez eux, et j'aime beaucoup ça, alors que là je vois pas une marque profonde. Et justement, moi, là, je vais vous dire une chose, le film, je n'étais pas déçu parce qu'en soi, j'en attendais rien du tout. Et au final, j'ai rien eu, donc ironie de la chose. Mais clairement, allez le voir pour la curiosité. Mais clairement, moi, je trouve que c'est pas un bon film. J'ai l'impression que Romain Quiro est passé totalement à côté de son film. Que le film, après, il a peut-être pas été aidé par le déconfinement, les reconfinements. Ça a été peut-être compliqué d'un point de vue production. Et pour ça, en lui, je suis désolé. Mais le résultat n'est pas à la hauteur. Et tout ce que je peux lui souhaiter, c'est vraiment réussite sur ses prochains projets et qu'il fasse au mieux. Voilà, vous voyez, je pars sur une image positive, les gens. Me dites pas que je suis négatif tout le temps, mais j'ai envie de dire à un moment, critiquer, ça oblige parfois d'être un peu méchant et un peu direct, mais surtout d'être juste. Et moi, dans ma façon d'amener les choses, je vous le dis ça avec justesse et avec ce que je pense. Parce que je suis pas une personne qui va se décortiquer au bon sens de la critique. C'est-à-dire, si j'ai pas aimé le film alors que toute la critique aime, j'ose pas le dire. C'est ce que je dis avec Joker depuis plus de presque 1 an et demi. J'ai détesté le film, je trouve que le film est raté. Et bah là, je trouve que Le Dernier Voyage, c'est un film raté. Voilà, c'est dommage. C'est dommage parce que les intentions, entre guillemets, sur le papier pouvaient m'enchanter un petit peu, mais clairement, je trouve qu'il y a tout qui rate. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Pensez à vous abonner, à liker, à disliker, vous avez détesté. Ça me fait toujours plaisir. Et surtout, on se retrouve prochainement pour un nouveau podcast. À la prochaine les gens. Ciao.